Notre monde est si vaste qu'il y a toujours de nouvelles choses à comprendre et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je Science donc je suis revient cette année au micro pour vous offrir une fois par mois une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Je suis Irène, vous écoutez Flash Science et aujourd'hui nous allons parler de sociétés animales et plus précisément des reines dans les sociétés animales. Tout d'abord, il faut qu'on parle un peu de ce qu'est une société animale. Pour qu'il y ait une société animale, il faut déjà qu'il y ait une vie de groupe, et pour déterminer cela, les biologistes s'appuient sur 3 critères. Premièrement, il faut qu'il y ait plusieurs individus, ça paraît assez évident. Ensuite, il faut aussi que ces individus échangent des informations, par exemple qu'ils communiquent entre eux sur les endroits où récolter de la nourriture. Enfin, il faut que ces animaux se retrouvent ensemble parce qu'ils sont attirés les uns par les autres, et non uniquement à cause d'un facteur extérieur, comme la présence d'un point d'eau. On peut alors définir le type de société de ces animaux vivant en groupe. Pour le dire rapidement, il y a plusieurs formes de société, certaines peu organisées et peu hiérarchisées, et d'autres beaucoup plus structurées. Ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est une forme d'organisation sociale nommée eusocialité, dans laquelle certains individus vont monopoliser la reproduction, notamment les reines. Parmi les espèces qui vivent selon cette organisation, qu'on appelle espèces eusociales, on trouve notamment les fourmis, les termites, de nombreuses espèces d'abeilles et de guêpes, mais aussi de façon plus surprenante certaines espèces de crevettes, ainsi que 2 espèces de mammifères dont le ratopnu, un animal fort laid. Je vous invite à aller regarder à quoi ça ressemble. On retrouve dans les colonies de ces espèces une ou plusieurs reines qui donnent naissance aux autres individus de la colonie, comme les ouvrières. Ces dernières vont aider la reine, par exemple en la nourrissant, mais aussi prendre soin des larves, s'occuper de la recherche de nourriture, et contribuer à la construction de l'habitat, en particulier lorsque celui-ci est très organisé. Pensez aux termitières et aux fourmilières, par exemple. Certaines espèces sont également une autre caste, les soldats qui défendent la colonie contre les agressions. Les individus d'une colonie sont donc généralement issus de la même reine. On peut ainsi dire qu'ils sont frères et sœurs. Et contrairement à ce qu'on voit parfois dans les films, la reine n'est pas la chef de la colonie, mais simplement la femelle qui a le monopole de la reproduction. Même si on va voir que les reines peuvent également exercer une dominance physique sur les autres membres de la colonie. Le rôle des mâles diffère selon les espèces. Chez les fourmis, les mâles ont pour unique fonction connue la reproduction. Un article paru dans The Conversation et dont le lien est dans la description de l'épisode décrivait d'ailleurs les fourmis mâles comme du sperme volant. Ils vivent environ une semaine, le temps de se reproduire avec une reine et de l'inséminer. Ils meurent peu de temps après, tandis que leurs gamètes restent vivants pendant des années et continuent à féconder la reine. Chez les crevettes, en revanche, les mâles sont nombreux et font partie de la caste des soldats, qui défendent la colonie. Enfin, chez les termites, il y a non seulement une reine, mais également un roi, et ces 2 individus se reproduisent durant toute la vie de la reine, tandis que les autres mâles font partie des ouvriers. Oui, les termites sont donc monogames. Mais comment une femelle devient-elle une reine? Une reine n'est pas différente génétiquement des ouvrières issues de la même mère. Sa différenciation en reine n'est donc pas due à son patrimoine génétique, autrement dit son ADN, mais à des facteurs environnementaux, comme la nourriture reçue au stade larvaire. Par exemple, les larves d'abeilles recevant uniquement de la gelée royale deviendront des reines, tandis que les larves qui reçoivent du miel et du pollen deviendront des ouvrières. Mais d'autres facteurs que la nourriture peuvent entrer en jeu. Chez les termites, en l'absence de reine, le roi peut émettre des phéromones afin que certaines femelles se différencient en reines. Au sein d'une colonie, plusieurs stratégies permettent à la reine, ou aux reines s'il y en a plusieurs, de garder l'exclusivité de la reproduction. Chez les abeilles à miel, chez de nombreuses espèces de fourmis ou chez les termites, l'émission de phéromones par les reines empêche les ouvrières de se reproduire, par exemple en bloquant le développement de leurs ovaires. Les reines peuvent également exercer une dominance physique, par exemple en se battant contre les ouvrières ou en détruisant les éventuels œufs pondus par les ouvrières. Cette forme d'organisation sociale, avec une division du travail très marquée et une minorité d'individus qui se reproduisent, intriguait déjà Charles Darwin au XIXe siècle. Elle fascine encore aujourd'hui les biologistes de l'évolution, qui se demandent comment l'eusocialité a pu émerger. 2 grandes hypothèses existent. La première est celle de la fitness inclusive. Ce qu'on désigne ici par fitness est la capacité d'un individu à transmettre son patrimoine génétique. Spontanément, on pourrait penser qu'il faut qu'un individu se reproduise pour que son patrimoine génétique soit transmis le plus possible. Mais le mode de reproduction des abeilles et des fourmis, par exemple, fait qu'une ouvrière de ces espèces a plus en commun avec ses sœurs, c'est-à-dire les abeilles filles de la reine de la colonie, qu'avec sa descendance si elle en avait une. Il est donc plus avantageux, pour transmettre ses gènes, de laisser la reine pondre les œufs et de prendre soin de ses sœurs plutôt que de se reproduire. Cela pourrait expliquer pourquoi les sociétés eusociales sont particulièrement présentes chez les fourmis, les abeilles ou les guêpes, des insectes qui ont ce mode de reproduction. Mais on ne le retrouve pas chez les termites, les crevettes ou les ratopes, chez lesquels un individu partage plus de gènes avec sa progéniture qu'avec sa fratrie, comme pour les humains. On en arrive ainsi à la deuxième hypothèse. De nombreux scientifiques estiment que les facteurs environnementaux ont pu favoriser l'eusocialité. La plupart des espèces eusociales vivent en effet dans des nids communs.
situés dans des environnements hostiles. Il est donc important de les maintenir et de les défendre, ce qui favorise l'émergence de castes ayant des fonctions différentes, et de sociétés chez lesquelles la reproduction est le privilège de quelques individus. En effet, un individu en train de pondre des œufs est généralement plutôt vulnérable. Il y a bien entendu d'autres explications avancées pour l'émergence d'une telle forme d'organisation sociale, et des débats toujours animés entre les biologistes autour de la compréhension des origines de ce mode de société. La nature a encore beaucoup à nous révéler. Voilà, Flash Science c'est fini pour ce mois-ci, mais nous vous retrouvons le mois prochain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions sur le sujet de l'épisode, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode ou sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également, si vous avez aimé l'épisode, le partager sur les réseaux sociaux et nous le dire, ça nous fera extrêmement plaisir. À bientôt!